Le projet de loi sur l'organisation et transformation du système de santé que nous allons examiner ensemble est celui de la transformation. Il s'agit en particulier de transformer en profondeur un dispositif de formation aux professions de santé devenu à bien des égards archaïque, cloisonné, jacobin et surtout incapable de répondre aux besoins de nos concitoyens. Les Français sont, comme vous le savez, très attachés à la qualité de l'offre de soins, mais leurs besoins évoluent sans cesse dans ce domaine. Il nous appartient d'y répondre aujourd'hui de façon pragmatique, efficace et ambitieuse. Une transformation en profondeur, plus exactement une mutation, tant les objectifs que nous nous sommes fixés sont majeurs et vont durablement modifier la formation des médecins. Rien n'aura été fait d'aussi important depuis les ordonnances de Bray de 1958. Il y aura un avant et un après. Une transformation dans la durée également. Nous travaillons aujourd'hui, mes chers collègues, pour plusieurs des décennies à venir. Nous parlons de formation d'excellence, longue pour la plupart. De nos décisions d'aujourd'hui dépendra la qualité des réponses apportées aux besoins de nos enfants et petits-enfants en matière de santé. Soyons conscients de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Transformer, oui, mais plus précisément, de quoi s'agit-il ? Je pense tout d'abord à ceux qui exerceront ces métiers de la santé et qui nous soigneront demain. C'est avec eux que l'avenir doit se jouer. Chaque année, des milliers d'étudiants en santé se retrouvent broyés par un système absurde, par un concours déshumanisé, un concours guillotine qui ne reconnaît ni le talent ni les compétences. Il valorise celui qui sait le mieux apprendre, mais pas nécessairement comprendre. Il faut en finir avec le bachotage, les heures interminables à apprendre par cœur des centaines de pages de polycopiés, oublier aussitôt le concours passé. Remettre l'intelligence au cœur de la formation, voilà toute l'ambition que nous portons. Sur les 60 000 candidats passant le concours en 2018, seuls 22% d'entre eux ont intégré la deuxième année de formation. Les autres sont obligés de redoubler ou de changer de filière en ne validant là aucune année universitaire. Quel gâchis lorsqu'on connaît l'investissement qu'exige cette première année. Pouvons-nous nous résoudre à regarder passivement ces jeunes passant des nuits entières, stabilo et fiches à la main, s'astreindre à un rythme de travail rigoureux, à intégrer des connaissances colossales et se retrouver abandonnés face au couperet du classement ? Supprimer les redoublements, permettre de repasser le concours tout en poursuivant une filière universitaire, c'est supprimer ces situations de gâchis. Mais pour autant, nous ne proposons pas de former des médecins au rabais. Les vrais hommes de progrès, ce sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé, disait Ernest Renan. Et j'ai un profond respect pour les grands précurseurs de la médecine française. Ce projet de loi veut ajouter des têtes bien faites aux têtes bien pleines. C'est d'abord celui de la diversification des profils. Aujourd'hui, près de 90% des élèves intégrant la première année sont issus d'un bac S, obtenu avec mention bien ou très bien, et avec un excellent niveau en mathématiques. Où sont les étudiants des autres filières ? Où sont les étudiants qui aiment l'histoire, l'économie, le droit ? Ils n'ont aujourd'hui aucun moyen d'accès aux filières de santé. La diversification des étudiants est essentielle. Demain, un étudiant féru de philosophie ou d'histoire du bas Moyen-Âge pourra, s'il le souhaite et s'il en a la capacité, bien sûr, intégrer une filière santé. La réforme de l'entrée en troisième cycle des études de médecine porte aussi cette exigence. Il nous faut prendre compte, bien entendu, les connaissances et compétences, mais aussi le parcours personnel des étudiants, enrichis par leurs expériences, et écouter leurs projets professionnels lorsqu'ils choisiront une spécialité. Un classement ne devrait pas si facilement briser des ambitions de carrière, car la loi du concours est parfois impitoyable pour les étudiants. Combien de vocations de grands cardiologues, ophtalmologues, neurochirurgiens potentiels sont brisées à cause d'une épreuve ratée ? Il s'agit ensuite, et il s'agit là d'une transformation non moins profonde, de valoriser la complémentarité, la mise en commun, la transversalité entre les différents professionnels de santé. Et cela commence dès la formation. Un amendement que j'ai proposé a été adopté par la Commission des affaires sociales et va dans cette direction en favorisant la transversalité et le développement d'un tronc commun entre filières médicales et paramédicales. Car ceux qui se forment ensemble, se comprennent mieux, apprennent à travailler ensemble. La formation pose ainsi les fondements d'une meilleure collaboration interprofessionnelle, pierre angulaire de la transformation de notre système de santé. Le tronc commun des formations des professions de santé permettra de ne pas enfermer les étudiants dans une filière, mais de les accompagner tout au long de leurs études et de favoriser les passerelles entre les formations et une orientation progressive, comme c'est le cas dans plusieurs pays étrangers. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Transformer pour des décennies à venir, c'est aussi savoir préparer celles et ceux qui se destinent aux professions de la santé, aux métiers de demain.
des métiers ou des façons d'exercer ces métiers qui, à n'en pas douter, ressembleront d'assez loin à ce que nous connaissons aujourd'hui. 65% des écoliers actuels exerceront des professions n'ayant même pas encore été inventées. Dans le domaine de la santé, on croisera peut-être des ambulanciers qui conduiront des drones, des andronanciens, des biochirurgiens, des chirurgiens faisant appel à des assistants robots, des imprimeurs d'organes 3D. Il nous faut préparer les professionnels à ces métiers de demain, à s'adapter aux nouvelles techniques, aux nouveaux besoins. Nous ne pouvons deviner comment nous, nos enfants et petits-enfants seront soignés en 2050, mais nous pouvons diversifier les profils des professionnels de santé, les préparer à développer des capacités d'adaptation face à ces nouvelles transformations. Il nous faut également intégrer dans les formations des compétences cliniques, mais aussi relationnelles des étudiants. Il s'agit de valoriser l'empathie, par exemple, pour aborder plus sereinement le dialogue avec les patients et recueillir leurs paroles, leurs témoignages. Car si le patient est bien au cœur de notre réforme du système de santé, ses besoins, ses expériences sont également une richesse que nous pouvons exploiter dès la formation. En effet, de nombreux pays déjà, comme le Royaume-Uni et le Canada, ont mis en place des pratiques d'enseignement dans ce sens, valorisant les connaissances expérientielles des patients. Je porterai donc ce sujet devant vous au travers d'un amendement, car il est essentiel, selon moi, que le patient trouve sa place dans les salles de cours et non plus uniquement dans les salles d'attente. Transformation toujours. Le projet de loi prévoit la réforme des statuts des praticiens hospitaliers. Ces statuts, très nombreux, peu attractifs, le travail profond engagé permettra de lutter contre la désertification médicale, véritable défi pour nos territoires. Transformer, et nous arrivons peut-être au volet le plus emblématique de ce projet, c'est ainsi supprimer le trop célèbre numerus clausus. La fixation du nombre d'étudiants qui entrent en deuxième année de façon centralisée et étatique ne sera bientôt plus qu'un triste souvenir. Il s'agit désormais de répondre aux besoins des Français, tant en termes de nombre de professionnels de santé que de spécialités et de localisation. Mais attention, nous ne substituerons jamais la logique du chiffre à la qualité. L'augmentation du nombre d'étudiants formés ne saurait être synonyme du baisse de l'exigence de qualité que les universités et organismes de formation aux professions de santé se sont fixés depuis bien longtemps et reconnus dans le monde entier. Le nombre de médecins ne sera plus le reflet d'un chiffre inscrit chaque année dans un décret, mais résultera d'un dialogue entre les universités et les agences régionales de santé qui prendra enfin compte des besoins des territoires. Afin d'épauler ces agences régionales de la santé dans la démarche d'adéquation entre la nature des besoins de santé et la formation universitaire, nous avons adopté en commission des affaires sociales un amendement permettant la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Les avis de cette CRSA concourent déjà à la politique régionale de la santé. Cet organe regroupe en son sein des professionnels de santé, des collectivités territoriales, des représentants d'usagers, de professionnels, dont l'expertise et les connaissances pourront être une ressource et un réel appui lors de l'élaboration de l'avis de l'ARS. Nous ne pouvons continuer de voir le déficit démographique médical se creuser. Les besoins identifiés par les agences et les acteurs de terrain, qui se traduisent par l'ouverture de postes d'internat, doivent être pourvus. Trop de postes aujourd'hui ouverts ne trouvent pas preneurs. Autant d'étudiants qui ne viennent pas s'installer dans les territoires où la démographie médicale est critique, mais pourtant où il y fait bon vivre. La réduction de ce taux d'inadéquation doit être un de nos objectifs. Ainsi, mes chers collègues, c'est avec force que ce projet de loi vient répondre aux situations difficiles de nos territoires. C'est avec force que je le défends devant vous, et Hippocrate le disait mieux que moi, la force qui est en chacun de nous est notre meilleur médecin. Merci. Merci, Madame